J'ai intitulé ce cours Médecine, contrôle social et grande pauvreté. Il va s'agir d'avoir un regard anthropologique sur la médecine moderne et dans un second temps de montrer comment la médecine occidentale peut être un outil de contrôle social et de domination sociale, notamment sur les plus démunis. Donc pourquoi l'anthropologie de la santé et de la maladie? En quoi est-elle légitime pour parler de la maladie? C'est vrai que la maladie est envisagée la plupart du temps comme un phénomène biologique. Sa maladie et santé sont a priori l'apanage des biomédecines. Pourtant, on se rend compte rapidement que l'anthropologie va pouvoir nous apporter un enseignement, et notamment une discipline précise qui est celle que je pratique, qui est l'anthropologie de la maladie. Donc l'anthropologie de la maladie, qu'est-ce que c'est? C'est une sous-discipline de l'anthropologie, de la socio-anthropologie, et elle vise donc à étudier la maladie non pas dans sa dimension biologique comme le fait la biomédecine, mais dans sa double dimension subjective et sociale. Dimension sociale d'abord. Il s'agira de décrire comment la maladie est appréhendée et gérée par le groupe social, par la société. Et dimension subjective, il s'agira de comprendre, d'essayer de voir comment la maladie est ressentie par les individus, de quelle façon ils se la représentent. La maladie et la douleur, effectivement, ont pu être appréhendées de manière diverse, et lorsqu'on interroge un occidental, spontanément, l'homme de la rue va nous donner une explication en termes biologiques. La maladie, c'est un dérèglement du corps. Pourquoi? Parce que tout un chacun sommes maintenant influencés et baignés par l'idéologie dominante, qui est l'idéologie biomédicale. Car la biologie n'est finalement qu'une seule des dimensions de la maladie, et elle n'a aucune raison de prendre le pas sur les autres dimensions. En effet, à chaque fois qu'apparaît la maladie, que survient la souffrance ou que surgit la mort, c'est tout un ensemble d'institutions, d'individus et de croyances qui va entrer en jeu. La maladie, ce n'est pas que le dysfonctionnement d'un corps, c'est aussi des représentations qui vont être relatives au malheur, à la culpabilité, qui vont mettre en jeu des rituels de guérison, mais aussi des institutions médicales et des politiques de santé. Globalement, la maladie a même des implications socio-économiques. La maladie chez les travailleurs va provoquer une baisse de la productivité, donc pourrait avoir un impact économique. Et la maladie a un coût qui est le coût de l'assurance maladie, le coût de la sécurité sociale dont on parle beaucoup. Enfin, la maladie va être l'objet perpétuellement de discours et de représentations sociales. Chacun parle de la maladie, c'est presque la première question qu'on parle quand on rencontre un ami. Comment vas-tu? En fait, ce qui se passe, c'est que tout processus biologique, quel qu'il soit, va acquérir chez l'homme une dimension socio-culturelle. Que ce soit le sommeil, l'alimentation, l'éjection des déchets organiques, la reproduction, la maladie, la douleur, la mort, qui sont des phénomènes biologiques communs à toutes les espèces de la nature, mais qui, chez l'homme et chez l'homme seulement, vont prendre une signification sociale, vont prendre la forme de normes socio-culturelles et vont mettre en jeu des institutions. La maladie est donc un phénomène social et c'est sous cet angle qu'on va l'étudier aujourd'hui. L'anthropologue Marcel Mauss aurait dit un phénomène social total, un fait social total, puisqu'il prend sous sa coupe toutes les dimensions de la société. Donc le problème de la médecine et de la biologie, c'est qu'elles ne sont pas capables d'appréhender ces dimensions sociales et subjectives de la maladie. Et c'est là que va entrer en jeu l'anthropologie, ou la sociologie de la santé d'ailleurs, puisque ce sont ces disciplines qui vont être à même de s'intéresser à ces dimensions. L'anthropologue Alan Young, anthropologue américain, a distingué 3 dimensions de la maladie. Alors, je vais reprendre les mots anglais, excusez mon accent. Diseases,
qui désigne les entités nosologiques, donc la dimension biologique de la maladie, qui donne un nom à la maladie. Illness, qui désigne la dimension subjective de la maladie, c'est-à-dire la façon dont la maladie est subjectivement ressentie par le malade lui-même. Et sickness, qui est la dimension sociale de la maladie, à savoir comment la maladie est socialement reconnue. Donc en médecine, on s'intéresse à diseases. En anthropologie, on met diseases de côté pour s'intéresser à illness et sickness. On parlera alors d'anthropologie of illness, qui est le travail sur les représentations, et d'anthropologie of sickness, qui est le travail sur le caractère social de la maladie. Reste à savoir maintenant ce que nous enseignent, ce que nous apprennent ces disciplines. Alors, on ne va pas refaire tout un historique de l'anthropologie, ça serait beaucoup trop long. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de la quête du sens, à savoir quel est le but de ces discours sur la maladie. Et on va s'attarder sur deux auteurs différents, qui sont Evans Pritchard et Marc Augé. Okay. Evans Pritchard, anthropologue, proposait justement de replacer le discours des acteurs dans la rationalité de leur culture. Il a donc travaillé sur un groupe ethnique du Soudan et du Congo qui s'appelle les Azandés, et il s'est intéressé aux conceptions sorcellaires. Précisément, il s'est intéressé aux croyances relatives aux étiologies, c'est-à-dire aux causes de la maladie, quelles causes les individus donnent à la maladie. Et il s'est aperçu que ces causes, pour un occidental, paraissent d'abord irrationnelles, parce qu'elles relèvent de la sorcellerie ou de conceptions de croyances qui nous échappent. Pourtant, en s'intéressant de près à ces sociétés, Evans Pritchard a noté que finalement, ces croyances reprennent leur sens dans leur contexte, reprennent même leur rationalité dans leur contexte, parce que ce qu'il montre, c'est que chez les Azandés, la maladie n'est pas qu'un fait en soi, mais c'est une des catégories, d'une grande catégorie, qui est celle du malheur. Alors il prend un exemple. Il prend l'exemple d'un homme qui se repose sous un grenier, un Azandé. Donc dans cette culture, on construit des greniers qui sont des constructions à base de terre et dont le toit est très avancé. Et il est de coutume de s'asseoir et de se reposer à l'ombre de ce grenier. Imaginons que le toit tombe sur l'homme et le blesse. Donc pour cet homme, il y a deux raisons différentes. Et les deux raisons ne vont pas se contredire. La première raison, qui est la raison qu'on va juger rationnelle, nous, c'est que le toit était mal fixé. Mais se pose une autre question pour cet homme. Cette seconde question, c'est le toit était mal fixé, d'accord, il est tombé, d'accord, mais il est tombé sur moi, pas sur quelqu'un d'autre, et il est tombé au moment où j'étais en dessous. Donc ce n'est pas un hasard, c'est que j'ai commis une faute. Et donc cette interprétation qu'on a avec l'accident sera la même avec la maladie. C'est-à-dire que les Azandés ne vont pas nier que la maladie est un phénomène physiologique, ils vont accepter même un diagnostic biomédical, mais la question du sens ne va pas être résolue. C'est-à-dire que va continuer à se poser cette question, pourquoi moi, pourquoi à ce moment-là ? Donc se pose la question du sens du mal. C'est aussi ce qu'a observé un autre socio-anthropologue qui est Marc Augé. Il a parlé d'une maladie qui est la maladie PISA chez les Alandians en Côte d'Ivoire. La maladie PISA, c'est le fait de cracher du sang. C'est une maladie masculine. C'est donc l'homme qui va se mettre à cracher ou à vomir du sang. À quoi attribue-t-on cette maladie dans cette société ? On l'attribue à l'adultère de l'épouse. Pourquoi ? Dans cette société, comme selon Augé, dans la majorité des sociétés, les contraires vont être associés et les semblables vont s'opposer. Le sang et le sperme sont considérés tous les deux comme des éléments chauds. Donc, en tant que semblables, ils ne pourront s'associer. C'est pourquoi estime cette société que durant les menstrues,
la femme n'est pas fertile. Le sang des menstrues est chaud, le sperme est chaud, ils ne peuvent donc se rencontrer. Plus encore, le sang et le sperme sont considérés comme des équivalents, des semblables. Ce qui veut dire que deux spermes ne peuvent cohabiter. Ainsi, quand il y a adultère, le sperme de l'homme trompé va rencontrer celui de l'autre partenaire de la femme. Il va donc être repoussé par le sperme de l'autre partenaire, retourné dans le corps de l'homme, refluer en son équivalent qui est le sang, et va sortir du corps de l'homme sous forme de sang craché ou vomi. Donc, grâce à cette explication, les Alandians vont pouvoir donner un sens à la maladie, qui va être un sens axiologique, un sens moral. La maladie a été causée par une transgression des lois de la société, par une transgression quasiment des lois de la nature, c'est-à-dire le fait de commettre l'adultère. On pourrait continuer les exemples longtemps comme ça. On se rendra compte que finalement, chaque société va chercher à sa façon à donner un sens à la maladie, à répondre à cette question « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Finalement, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? À partir de cette conclusion, on va pouvoir regarder maintenant la médecine occidentale. On va donc s'intéresser non seulement à la maladie occidentale, mais aussi à la médecine occidentale, mais aussi à ses limites. Car c'est ça qui va être pertinent. Et on va continuer sur un auteur qui s'appelle Andreas Zempleni, qui en 85 a écrit un texte majeur. Et il y expliquait comment finalement expliquer la maladie, ça équivaut à répondre à des questions, mais au maximum, ça équivaut à répondre à quatre questions distinctes. Donc la première de ces questions, c'est de quelle entité nosologique s'agit-il ? Quelle entité nosologique ? Quelle maladie ? Quel nom de maladie ? Donc, par exemple, le cancer. La deuxième question, ça va être quel en est le mécanisme ? À savoir la question du comment. Pour continuer sur la question du cancer, donc mécanisme, ça va être la prolifération anarchique de cellules dans le corps. Qui et quoi en est la cause ? La raison biologique de la cause, donc je ne sais pas moi, la raison chimique de la cause de la consommation de tabac par exemple. Enfin, la quatrième question, ça va être la question du pourquoi. C'est-à-dire pour quelle raison cette maladie affecte telle personne et à tel moment. Pourquoi ai-je le cancer ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Richard Potier, un anthropologue qui a travaillé sur les thérapies là-haut, fait remarquer qu'effectivement la biomédecine va répondre aux trois premières questions. La question de l'entité nosologique, du mécanisme et des causes. Seulement, elle va laisser en suspens la dernière question, à savoir la question du sens. Contrairement aux thérapies rituelles, qui, elles, peuvent mettre de côté une des trois premières questions, mais vont toujours, absolument toujours, tenter de répondre à la dernière question, celle du pourquoi. En effet, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la biomédecine a objectivé la maladie, en a fait un objet, et finalement, il faut bien le reconnaître, c'est ce qui a fait son efficacité. Efficacité redoutable dans le traitement de certaines maladies. Et donc c'est cette efficacité qui finalement a fini par faire sa limite, parce qu'en objectivant trop la maladie, elle a évincé la question du sens. Et donc le problème va se poser non pas forcément dans le traitement du soma, mais va se poser dans la relation thérapeutique. Car en objectivement la maladie, en mettant de côté la question du sens, la biomédecine met aussi de côté la parole et la subjectivité du patient. Et finalement, ce sont les normes biomédicales qui vont s'imposer
très souvent aux patients sans que ceux-ci aient leur mot à dire, sans que la parole de ceux-ci, que leur subjectivité soit écoutée. Finalement, la biomédecine occidentale va avoir quelque chose de très normatif et on va le voir de coercitif. Bon, je précisais que ça ne veut pas dire que les médecines rituelles n'aient rien de normatif et ne soient en aucun cas coercitives. Bien sûr que si, on l'a vu avec la maladie PISA, l'interprétation de la maladie peut servir chez les Alladiens à contrôler la sexualité des femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'homme est malade à cause de l'adultère. Toutefois, ce que je veux montrer, c'est la particularité de la coercition et du contrôle social de la médecine occidentale. Car malgré tout, ces thérapies rituelles vont répondre à une question, à cette question du sens, qui, on s'en rend compte, est une question essentielle pour les malades. On peut s'imaginer que si la psychanalyse s'est tellement développée en Occident, c'est aussi parce que la médecine ne prend plus en charge cette question de la parole et du sens. Or, la biomédecine non seulement subordonne, mais parfois oublie ou évince complètement cette question du sens au profit de l'objectivation du mal, du bon déroulement des procédures standardisées et du contrôle social. Donc, ce que je veux montrer dans ce cours, c'est la façon spécifique que la biomédecine occidentale a d'établir ses propres normes, ces normes dites objectives, pour exercer ces normes d'objectivation, en tout cas, pour exercer un contrôle social, et plus encore, pour participer à la domination sociale. Et ça, c'est d'autant plus vrai, on va le voir, pour les personnes les plus défavorisées. Et comment le fait-elle, donc, cette domination sociale, cette objectivation? Elle le fait en escamotant la question, entre autres en escamotant la question du sens. Donc, on va maintenant aborder cette question qui est la question de la médecine et du contrôle social. Très vite, ce que nous ont appris les sociologues américains, c'est que la question de la maladie et de sa prise en charge, c'est-à-dire de la médecine en Occident, avait fort à faire avec la question du contrôle social. Dans les années 30, un sociologue nommé Parson, qui faisait partie de l'école fonctionnaliste. Alors pour résumer, l'école fonctionnaliste, c'est un courant des années 30. On y expliquait que la société doit fonctionner correctement pour assurer sa propre pérennité et que chaque élément de la société avait pour but d'assurer ce bon fonctionnement. Un exemple, la criminalité va mettre en danger la cohésion du groupe, va mettre en danger l'équilibre social. L'institution qui est la justice va permettre de contrôler cette criminalité pour essayer de rétablir l'ordre social. Alors qu'est-ce que la maladie a à voir là-dedans? Parson parle de rôle du malade. Et il montre qu'en endossant le statut de malade, l'individu va être positionné par rapport aux normes médicales, puis aux normes sociales, et va finalement pouvoir être considéré comme déviant. Alors pour Parson, le but de la médecine va être de déceler cette déviance, qu'est la maladie, pour rétablir la normalité. Et c'est là qu'il va décrire la profession médicale comme étant un outil de contrôle social. Je m'explique. La médecine va juger une personne comme étant malade lorsque les examens vont révéler une anomalie biologique par rapport aux normes, aux critères médicaux. Donc, il y a cette anomalie. D'un point de vue biologique, la personne va être considérée comme déviante. Et le soignant devra rétablir la normalité biologique. Mais aussi, le patient va être considéré comme socialement déviant. Pourquoi? Parson nous explique, nous montre qu'effectivement, il y a des conséquences sociales à la maladie.
Ce n'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure, seulement un état biologique, c'est aussi un état social. La maladie va affecter les comportements sociaux du malade, qui ne va plus aller travailler, qui va avoir une productivité moindre, et va faire de ce malade un déviant social. Et cette déviance pourra, aux yeux de la société, avoir un effet négatif sur le bon fonctionnement de la société. Baisse de la productivité, par exemple. Coût de la sécurité sociale, autre exemple. Donc le malade, plus qu'une personne en souffrance, va être considéré, va être perçu comme une menace pour l'ordre social. Donc selon l'analyse fonctionnaliste de Parsons, la médecine, qui a pour but, comme toute institution, de maintenir l'ordre social, va avoir pour but de rétablir la normalité biologique et sociale du malade pour le réintégrer dans l'ordre social et pour sauvegarder finalement cet ordre social. Le médecin, en fait, a pour but de permettre le retour du malade dans la société. Et c'est en ça que Parsons décrit la profession médicale comme un outil de contrôle social. Et en effet, c'est très clair aujourd'hui. On le voit, les demandes de l'État de diminuer le nombre d'arrêts du travail, les contrôles de plus en plus fréquents de ces arrêts. On ne demande plus forcément au médecin d'accompagner le malade en écoutant sa parole, en écoutant le sens qu'il cherche à donner, le sens qu'il cherche à trouver au malade, mais on objective la maladie, on en fait un problème de déviance et on tente de rétablir la productivité du malade. Les analyses de Parsons sont très riches. On peut toutefois y émettre deux petites critiques. Elles sont un peu trop systématiques et surtout, elles n'adoptent que le point de vue institutionnel et elles ne s'intéressent pas au discours des malades. Alors, les thèses de Elliot Fredson, autre sociologue, vont être beaucoup plus riches. Fredson, lui, va s'intéresser autant aux patients qu'aux médecins. Fredson était non pas fonctionnaliste, mais interactionniste. De ce fait, il va s'intéresser aux relations entre le patient et le médecin et s'intéresser au discours des deux parties. Il va finalement accorder autant d'importance au discours profane qu'au discours professionnel. Et qu'est-ce que nous dit Elliot Fredson ? Il nous dit qu'en soi, un acte n'est jamais déviant. Il n'y a pas de déviance en soi. Le fait qu'un acte puisse être déviant va dépendre avant tout de la réaction des autres. Lorsque Parsons nous disait qu'il y avait contrôle social du médecin parce qu'il y avait déviance du malade, Elliot Fredson, lui, au contraire, nous dit que c'est le contrôle social du médecin qui crée la déviance, qui ensuite va être imputée au malade. La déviance est dans l'œil de celui qui la voit, nous dit Fredson. C'est l'activité humaine, et particulièrement le pouvoir médical, qui va créer la maladie en tant qu'état social. Alors effectivement, on observe ça tous les jours. C'est finalement le pouvoir médical qui fait de nous des personnes en bonne ou en mauvaise santé, qui fait de nous des normaux ou des déviants. On l'observe surtout dans le cadre de la maladie mentale, enfin pas surtout, mais on l'observe particulièrement bien dans le cadre des maladies mentales, où finalement les psychiatres peuvent décider si une personne est apte à vivre normalement chez elle ou si elle doit être internée dans une institution psychiatrique. Ils peuvent décider si une personne est ou non responsable de ses actes et doit ou non être mise sous tutelle. De façon plus proche de nous, c'est le médecin qui, en nous délivrant une attestation, va décider si nous sommes, oui ou non, trop déviants pour exercer telle profession ou telle activité sportive. Plus encore que de contrôle social, certains auteurs en viennent à parler de domination sociale de la médecine. C'est ce qu'on va voir à présent.
Roland Gori notamment et Marie-Josée Delvogo ont traité de cette question de la domination sociale. Ils critiquent tous les deux ce qu'ils estiment, dans leur langage un peu radical, être la dimension totalitaire de la santé. Ce qu'ils montrent en fait, c'est que le contrôle médical ne se limite plus du tout aux seuls actes iatriques, mais déborde largement du champ médical. Elle étend désormais, la médecine, son pouvoir bien au-delà des limites de la thérapeutique. Delvogo et Gori parlent d'une irrésistible dilatation du médical. C'est ainsi qu'ils vont déplorer, par exemple, que certains médecins se soient engagés dans certaines pratiques, telles que la vérification des validités des discours de biographie lors de les demandes de contraception, d'avortement, d'aide médicale à la contraception ou encore lors des questions relatives à l'euthanasie. C'est ainsi aussi qu'il déplore que certains médecins américains participent au contrôle social en prescrivant massivement de la Ritaline aux enfants considérés comme étant suractifs. Ce que veulent montrer Delvogo et Roland Gori, c'est que dans la relation thérapeutique même, il y a problème car la place de la parole est escamotée, car il y a un malentendu majeur entre les soignants et les soignés. Alors bien sûr, lorsque les médecins et les malades interagissent, ils entonnent les mêmes répliques, ils disent les mêmes mots qu'ils échangent. Seulement, selon Roland Gori et Marie-Josée Delvogo, les deux parties ne jouent pas la même histoire. Les mots qu'ils prononcent ne sont finalement pas ceux qu'ils entendent. Lorsque le malade parle de souffrance, il parle de bien d'autres choses que de sa maladie. Seulement, de par sa fonction de contrôleur, le médecin ne peut entendre que la part biomédicale et objectivable de ce discours. Or, dans la pratique thérapeutique, un cas singulier et concret ne peut en aucun cas se réduire à la simple application d'une loi, qu'elle soit finalement scientifique ou juridique. Le problème est en plus que le langage du médecin qui est imposé par les procédures standardisées ne vont pas être sans effet sur le malade. Le malade peut très mal vivre l'objectivation de sa maladie et donc l'objectivation de sa personne. Or, de par leur formation, beaucoup de soignants ont tendance à croire que leurs actes ne peuvent que concourir au bien de tous et au pire, qu'ils sont inoffensifs. Donc encore une fois, on se rend compte qu'en escamotant la question du sens, les soignants deviennent normatifs et participent à la domination sociale. C'est pourquoi les auteurs parlent de santé totalitaire. Les dominations que décrivent Roland Gori et Marie-Josée Delvogo peuvent prendre dans certaines institutions, dans certaines circonstances, des formes radicales. C'est ce qu'il y a bien longtemps ont montré des auteurs tels que Erwin Goffman. Les travaux d'Erwin Goffman sont un peu datés maintenant, et les institutions psychiatriques ont bien changé depuis les années 70. Toutefois, ce qu'il nous montre, c'est comment la médecine peut prendre des formes autoritaires et coercitives. Donc lui aussi, sociologue américain du courant interactionniste, comme Elliot Fredson, et il s'est intéressé au fonctionnement des institutions. Et il a mis en évidence le fait qu'il existe un certain nombre d'institutions qu'il appelle des institutions totales. Et ce sont des institutions qui ont pour point commun d'être très coercitives. Alors il y classe notamment les pensionnats, les couvents pour bonnes sœurs, les casernes militaires, les prisons, mais aussi, c'est ce qui va nous intéresser, il y classe les hôpitaux et les asiles psychiatriques. Donc les asiles psychiatriques étant le lieu où Erwin Goffman a mené principalement son enquête. Alors, il décrit ainsi les institutions totales. Les institutions totales sont des lieux de résidence qui gèrent la plupart des besoins et surtout des aspects de l'existence des résidents, qui prennent en charge tous leurs besoins, et plus précisément tous les besoins que l'institution va juger indispensables au reclus. Donc ce sont des lieux
d'activités qui vont impliquer la proximité physique d'un grand nombre de participants et qui vont être réglées selon un plan, dit Erwin Goffman, unique et rationnel, spécialement conçu pour répondre au but officiel de l'institution. Les institutions totales contrôlent surtout de façon très très contraignante le rapport au temps et à l'espace des individus. Elles imposent en outre à ces derniers plusieurs types de mortifications telles que l'isolement, la dégradation de l'image de soi ou la contamination morale. Donc les hôpitaux, on s'en rend compte, correspondent finalement assez bien à ces définitions. Ce sont des lieux de résidence des malades. L'hôpital prend en charge tous leurs besoins. Les activités sont réglées pour le bon fonctionnement de l'entreprise qu'est l'hôpital, puisque l'hôpital est aujourd'hui une entreprise, nous dit-on. Elle contrôle le rapport au temps et à l'espace des individus de façon radicale. Et elle impose finalement aussi différents types de mortifications dont parle Erwin Goffman, telles que l'infantilisation ou la dépersonnalisation. Dépersonnalisation dans le sens où on est un numéro, on perd sa personnalité. Aux yeux de certains auteurs, on l'a vu avec Gori, ce n'est pas seulement l'hôpital qui est une institution totale, c'est toute la médecine qui fonctionnerait sur un mode totalitaire. Dans le même ordre d'idées, Rosenham a montré que non seulement les institutions médicalisées peuvent être coercitives, mais que par leur fonction de contrôle social, elles peuvent aller jusqu'à créer le statut de malade. Il a fait une expérience, Rosenham, donc, dans le cadre d'une enquête, où il a envoyé plusieurs de ses étudiants dans un hôpital psychiatrique. Ces étudiants devaient se plaindre d'avoir des hallucinations, d'entendre des voix la nuit, et ne mentir sur rien d'autre, sauf sur le fait qu'ils étaient étudiants en psychologie. Ils ont tous été internés dans l'hôpital et diagnostiqués comme schizophrènes. Les soignants ont fait un entretien avec ces personnes, un entretien biographique. Et les soignants ont pu voir dans leur récit de vie toutes les preuves, tous les indices de la schizophrénie de leurs patients qui, en réalité, n'étaient pas schizophrènes. Donc là, on a un exemple flagrant de ce contrôle social, de la façon dont la médecine va stigmatiser la personne, le patient, comme un déviant. C'est la médecine, finalement, qui, dans ce cas-là, a créé la déviance. Ce que nous allons voir maintenant, c'est non seulement que la médecine, par son fonctionnement et l'organisation de ces institutions sociales, participe au contrôle social et à la domination, mais qu'elle ne le fait pas de la même manière pour tout le monde. Et que les personnes les plus fragiles socialement vont être particulièrement violemment touchées par ce mode de fonctionnement. C'est ce qu'on va voir maintenant avec l'exemple des SDF. Du CAGE de Nanterre, puisque c'est là-bas que j'ai mené une enquête durant 3 ans, une enquête ethnographique. Le CAGE de Nanterre est donc une grande structure qui dépend de la préfecture de police des Hauts-de-Seine. Pour bien comprendre, il faut savoir que c'était au 19e une prison, un dépôt de mendicité, une prison pour SDF si vous voulez. Et c'est aujourd'hui une institution hospitalière et sociale qui est publique mais qui ne dépend pas de la PHP et qui dépend encore de la préfecture de police de Paris et qui est sous tutelle de la DAS. Donc elle est divisée en 2 parties. Il y a un pôle social et un pôle sanitaire. Le pôle social est composé de plusieurs structures. Le CHAPSA, dont on va parler, qui est un centre d'hébergement d'urgence. Le CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le CHRS-LD, qui est le seul centre d'hébergement et de réinsertion sociale de longue durée en France. Une maison de retraite, donc une maison de retraite pour sans-abri en fait. Un CADA, c'est-à-dire un centre d'aide aux demandeurs d'asile. Et un CAT, un centre d'aide par le travail. Donc, tout ça, c'est le pôle social. On a également un pôle sanitaire qui est l'hôpital Max Forestier, qui est un hôpital de proximité classique. Alors, qu'est-ce qu'on y observe ? Bon, déjà, précisons que j'ai travaillé sur 3 cas de ces structures, sur le CHAPSA, le centre d'hébergement, sur le centre qui accueille les personnes pour une nuit, sur le centre de réinsertion sociale de longue durée, sur la maison de retraite pour sans-abri et sur quelques
quelques services de l'hôpital quand des sans-abri s'y rendaient. Je me suis très rapidement aperçu, a été très marqué par le fait que ce soit des structures très contraignantes. Au CHAPSA, les sans-abri sont contraints, par exemple, de quitter tous les matins le CHAPSA pour aller sur Paris et reprendre un car spécialisé qui les ramène à Nanterre le soir. Leurs bagages leur sont confisqués à l'entrée, l'alcool est interdit, il y avait un tas de règlements comme ça, qui donc contrôlent de façon radicale le rapport au temps, à l'espace et au corps des sans-abri, à tel point que beaucoup, si ce n'est pas la plupart des sans-abri, y ont recours le moins possible. En fait, ces structures correspondent à ce qu'on a vu avec Goffman, ce que Goffman appelait des institutions totales. Effectivement, les critères de Goffman s'appliquent particulièrement bien et de façon particulièrement forte aux 3 structures du pôle social du cash. D'ailleurs, Goffman lui-même classait les foyers pour indigents dans une des 5 catégories d'institutions totales. Même l'hôpital, comme on l'a dit tout à l'heure, l'hôpital Max Forestier, comme tous les hôpitaux, peut être défini comme une institution totale, puisqu'il prend en charge tous les besoins des patients, qu'il contrôle leur rapport au temps et à l'espace, et que l'hospitalisation et les soins médicaux vont induire des mortifications telles que l'isolement, la dégradation de l'image de soi et l'infantilisation. Alors on va me dire qu'effectivement ces caractéristiques pour l'hôpital s'appliquent à tous les patients d'un hôpital, quelles que soient leurs origines. Pour ma part, je pense, je suis même sûr qu'elle s'applique de façon particulièrement plus violente et plus radicale sur les personnes sans abri. En effet, une personne qui a un domicile va savoir que, sauf en cas de décès, les contraintes de la vie à l'hôpital ne sont souvent qu'un mal nécessaire pour retrouver une vie plus agréable. À l'inverse, pour un usager du CHAPSA ou du CHRS longue durée ou encore de la maison de retraite, l'entrée ou la sortie de l'hôpital ne sont en revanche qu'un passage d'une institution totale à une autre. Un passage qui aggrave souvent les contraintes. Et finalement, autant que, si ce n'est plus qu'une structure faite pour soigner, l'hôpital devient très rapidement à leurs yeux une des composantes de la domination sociale radicale qu'ils subissent au jour le jour. En fait, le cash dans son ensemble, plus qu'une institution sociale, est une survivance de ce que Michel Foucault appelait le grand renfermement. Alors, le grand renfermement, c'est cette époque au XVIIe et au XVIIIe siècle où on enfermait dans des hôpitaux, prisons, ce qu'on considérait comme fous, à savoir les délirants, les vagabonds et les homosexuels. Donc là, le contrôle social de la médecine était vraiment très, très radical. Et donc la construction de ces structures de dépôt de mendicité découle de ce grand enfermement. On fait suite à ce grand enfermement. Pour bien comprendre, il faut comprendre qu'aujourd'hui encore, si le cash a cette structure, c'est que fondamentalement, aujourd'hui encore, ce ne sont pas des structures qui sont destinées à venir en aide aux sans-abri. Elles ont juste pour but de gérer des flux de personnes jugées indésirables. Donc, sans parler de médecine, elles s'intègrent dans la domination des personnes démunies. Alors, c'est quoi alors la vie pour un usager du CHAPSA? Quelles sont les particularités de leur recours à la médecine? Ce que mettent souvent en avant les soignants, c'est que les SDF seraient non compliants, c'est-à-dire qu'ils ne suivraient pas les conseils thérapeutiques, voire refuseraient carrément les soins. Très souvent, ça a été expliqué par les maladies psychiatriques qui seraient fréquentes, selon beaucoup d'auteurs, dans la population SDF. C'est très en vogue au SAMU social, par exemple. Pourtant, c'est une explication qui m'a semblé très réductrice et qui, en tout cas, a été contredite par toutes les observations que j'ai menées. Il y a 3 causes réelles, à mon sens, au déficit de soins chez les personnes sans abri. La première, c'est que leurs conditions de vie
ne laisse pas de place au questionnement sur la santé. On n'a tout simplement pas le temps de se poser la question. Deuxième point, c'est que la prise en charge est totalement inadaptée aux besoins des SDF. Et le troisième point sont les préjugés que les soignants ont intégrés à l'égard des SDF, que je classe dans ce que j'ai appelé un ethnocentrisme de classe. On peut décrire rapidement le parcours thérapeutique des sans-abri en 3 temps. D'abord, le malade à la rue ou au CHAPSA minimise ses troubles. Faute de soins, les troubles s'aggravent, c'est le deuxième point. Donc, deuxième point, faute de soins, les troubles s'aggravent. Il va y avoir une première réaction lorsque la maladie va devenir un handicap. C'est-à-dire que lorsqu'elle va commencer à empêcher d'aller chercher de l'argent, d'aller faire la manche, de répondre à ses addictions. Toutefois, le mode de vie va continuer à demeurer une priorité sur la santé. Et de par ce mode de vie, les traitements ne vont jamais être pris de façon conforme aux vœux des médecins. Tout simplement parce que ces traitements sont incompatibles avec le mode de vie. Il y a donc un conflit avec les soignants. Pour eux, le patient ne joue pas le jeu, il fait obstacle à l'institution. Parfois, le médecin se désintéresse du patient et ce dernier le patient devine les sentiments du médecin et se met en place un espèce de cercle vicieux qui fait que plus le malade est non compliant, plus le médecin a tendance à le rejeter et plus le malade perçoit ce rejet, moins il est compliant. La troisième phase, c'est que lorsque le patient sent que sa survie est en jeu, il va généralement finir par accepter de suivre au moins en partie le traitement, parfois en totalité, mais même lorsqu'il l'accepte en totalité, le traitement qu'on lui recommande, le retard est il y a souvent trop de retard et les conséquences médicales sont parfois, et même très souvent, fâcheuses. Donc on va illustrer tout ça avec un cas d'un homme que j'appellerais Jacques ici. Et donc Jacques, je l'ai rencontré lorsqu'il était au CHRS longue durée, il avait 58 ans. Donc il n'était pas dans le système d'urgence, il était dans l'hébergement de longue durée, il avait une chambre qu'il partageait avec trois autres sans-abri. Et il était plus précisément placé au SIAD du CHRS longue durée. Donc le SIAD, c'est un terme qui peut paraître ironique pour des sans-abri, parce que ça veut dire service de soins infirmiers à domicile. Et donc ça voulait simplement dire que les infirmiers se déplaçaient jusqu'à sa chambre pour le soigner. Effectivement, il était en chaise roulante et il avait une mobilité très réduite. Au cours d'une visite d'un médecin ORL au CHRS longue durée, on dépiste chez Jacques un cancer du plancher buccal. On lui prescrit des séances de radiothérapie, mais aussi des médicaments, des antalgiques, et également des somnifères, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Alors Jacques ne comprend pas pourquoi on lui prescrit un antidépresseur, mais il prend docilement tous ces médicaments. La prise de ces médicaments ne l'empêche pas ne sont pas une atteinte à sa liberté quotidienne. En revanche, il va suivre que très rarement et très très irrégulièrement ces séances de radiothérapie, ce qui va contrarier les soignants. Il va être considéré comme un malade non compliant, irascible. Son médecin un jour me dit de Jacques, il est fou et immature. Il n'a que 2 neurones, dont l'un est imbibé d'alcool. Selon ce même médecin, Jacques est incapable de comprendre la nécessité des séances de radiothérapie. Encore une autre fois, le médecin me dit que Jacques est incapable d'accepter le risque mortel que lui ferait courir sa maladie. Il aurait vécu dans le déni et une façon de marquer le déni serait de rater ses séances de radiothérapie. Pour d'autres encore, le comportement de Jacques est inadmissible, honteux, parce que plus il tarderait à prendre sa maladie au sérieux, plus le traitement sera coûteux pour l'hôpital et globalement pour la société. De manière générale, les arguments de Jacques vont paraître dérisoires aux soignants. Parce que quels sont les arguments de Jacques ? Les arguments de Jacques sont les suivants. Chaque fois qu'on lui a proposé des séances de radiothérapie, c'était le week-end. Or, le week-end, c'est le moment de sa sortie hebdomadaire, où il va voir des matchs de foot avec ses amis,
boire un verre, etc. Incompréhension totale des soignants. Son travailleur social référent décide un jour d'avoir un entretien avec Jacques. Voici le contenu. Pour la première fois, Jacques parle de son cancer, il en parle à son travailleur social, en lui expliquant de façon très rationnelle son cancer, en lui disant qu'il comprend parfaitement la gravité de son mal et qu'il comprend très bien l'utilité des séances de radiothérapie. Mais voilà, la vie au CHRS longue durée est très ennuyeuse et surtout sans intérêt. Il n'a aucune perspective d'avenir, aucun espoir de sortir de cet hébergement. Et la question qui se pose à lui, c'est pourquoi s'imposer des contraintes qui vont lui rendre la vie encore plus pénible. Les radiothérapies et l'hospitalisation entraient finalement en concurrence avec les rares plaisirs qui lui restaient, la télévision, les amis, la cigarette, puis surtout le vin. Il disait lui-même plutôt picoler pour se finir, plutôt que de mourir à petit feu d'un cancer. Même plutôt que de se soigner, si ça rentrait trop en concurrence. En outre, Jacques se sentait traité comme un enfant. Il avait été très choqué par le comportement d'un soignant qui l'aurait enfermé un jour dans sa chambre à l'hôpital pour l'empêcher de fuir une fois de plus, si bien qu'il avait fui par la fenêtre. Aujourd'hui, Jacques est mort du cancer, qui n'a jamais été traité correctement. En fait, les soignants ont toujours jugé le comportement de Jacques irrationnel. Pourtant, si on sort de l'idéologie biomédicale, si on le regarde de plus loin, on se rend compte que les propos de Jacques n'ont rien d'irrationnel ni de déraisonnable. Car si on définit comme rationnel un acte qui est adapté aux fins que poursuit son auteur, il faut admettre que dans le cas de Jacques, le refus de soins constituait un comportement parfaitement rationnel. Son but à Jacques, c'était finalement de cueillir le moindre petit plaisir qui lui faisait un peu oublier qu'il était sans abri, qu'il vivait dans une chambre d'un centre d'hébergement, d'une institution coercitive. Donc son refus de soins était encore une fois parfaitement rationnel. Cependant, pour les médecins, il n'était pas concevable qu'un patient pleinement conscient des conséquences du refus du traitement qu'on lui prescrivait puisse s'y soustraire. En fait, les valeurs du milieu médical, plus le fonctionnement de l'institution médicale, qu'une institution totale, ont fait que les médecins ne pouvaient considérer un patient tel que Jacques que comme un patient qui aurait été anormal. Il est en fait impossible pour des soignants de trouver des causes normales à la non-compliance ou à la non-observance des soins, pour la simple raison que pour les soignants, le critère de normalité, c'est la compliance et l'observance des soins. Et finalement, on aboutit à quoi ? On aboutit à une véritable négation de la liberté de l'individu, en n'écoutant pas sa parole et en niant la question du sens. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se passe plus en détail la relation thérapeutique ? On va le voir, les soignants sont perturbés par cette absence de compliance et donc vont essayer de mettre en place des stratégies pour remettre, entre guillemets, le patient dans le droit chemin, souvent de façon très humaniste, pour le soigner. Je veux dire, il peut y avoir contrôle social sans que le contrôleur ait parfaitement conscience de sa fonction de contrôle social. Donc les soignants vont commencer par instaurer un climat de confiance, puis une relation de maternage. Effectivement, certaines prises en charge sont par nature maternantes. Mais si les patients peuvent aimer un certain temps être maternés quand ils ont besoin de réconfort, aucun, bien sûr, ne veut être traité comme un enfant. Et le soignant, lui, ne va pas tolérer longtemps ce qu'il va considérer comme des enfantillages. Il va y avoir ensuite l'indulgence, avec des tentatives de complicité de la part des médecins. Mais on va offrir des cigarettes, on va le laisser boire un peu. Mais finalement, les soignants vont se retrouver rapidement dans une impasse, car ce qu'ils vont proposer aux patients va être incompatible avec les exigences normatives du soin. Parfois même, il y aura des relations de marchandage. Si tu acceptes de te soigner, je t'offre ceci, cela. Mais à long terme, ça ne va pas encore être compatible.
avec les soins d'une part, et surtout il ne va pas y avoir d'échange réciproque. Et lorsque le SDF va percevoir cette asymétrie, il va également pouvoir se rebeller. Quand toutes les stratégies ont échoué, reste la menace ou faire peur. Si tu ne soignes pas ton ulcère, on t'amputera. Si tu continues à boire, on va t'exclure du SIAD. Mais le succès est la plupart du temps très mitigé. On va donc pouvoir compléter le schéma du parcours thérapeutique en le faisant en 5 étapes maintenant. On va voir qu'il y a un caractère cyclique. Premièrement, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, le patient ne va pas prêter attention à ses symptômes. Même quand on lui propose de l'aide, il va refuser les soins. Les soignants vont tenter d'instaurer un climat de confiance avec le patient. Et petit à petit, dans le même temps, la maladie va devenir un véritable handicap. Donc le malade va accepter les soins. Il va y avoir des relations, des stratégies de complicité, de marchandage, de maternage. Et pendant un temps, le malade va être satisfait de son sort. Il va être parfois compliant. Il va faire des efforts dans les soins, des efforts dans la sobriété, parfois dans l'hygiène quand il y a des problèmes à ce sujet-là. Et donc aux yeux des soignants, il va avoir un retour à la normalité. Le soignant, pensant avoir la situation bien en main, va vouloir rétablir les normes biomédicales. Et il va montrer de plus en plus exigeant. Seulement l'attitude va être contre-productive. Le patient va avoir le sentiment qu'on atteint sa liberté. Il va retourner à ce que les soignants considèrent comme de mauvaises habitudes, en étant moins compliants. Les soignants vont se sentir bernés, ils vont mal comprendre le comportement des soignés. Il va y avoir un changement de stratégie, les soignants vont ou être plus autoritaires, ou se désintéresser du sort du patient, ou ne plus s'inquiéter du manque de suivi des traitements et du départ du malade. Parfois, mettre à exécution une menace d'expulsion des lits infirmiers. Dans tous les cas, ça va se traduire par le départ du malade. Enfin, cinquième étape, le handicap de la maladie va revenir, et si les tensions sont atténuées, le malade va revenir. On va repartir à l'étape 2, et on va rentrer dans un cycle sans fin. Daniel Terol, au sujet de la réinsertion sociale, disait « On ne sort de la misère que par la mort ». Eh bien, je fais la même constatation. Il est presque exceptionnel qu'une guérison définitive soit l'issue de l'itinéraire thérapeutique d'un patient SDF. Donc, quelles sont, au bout du compte, les causes de l'échec de prise en charge ? D'une part, la prise en charge n'est pas adaptée aux motivations et au mode de vie des soignants, elle est beaucoup trop productive, elle ne prend pas en compte les besoins, les représentations, elle n'écoute pas le malade, elle ne laisse pas sa parole, elle ne s'intéresse donc pas à la question du sens, elle objective le malade, et donc il y a un problème dans la relation soignant-soigné. Si on s'intéresse aux soignants, on voit aussi les grandes difficultés qui peuvent se poser à eux et la façon dont eux-mêmes sont influencés par l'institution totale. Dans le cas du cash, on pourrait parler des conditions de travail, des difficultés qui sont liées au comportement des malades. Effectivement, ce sont des malades atypiques auxquels on n'est pas forcément prêt à faire face. Quand on a un métier qui est celui de guérir, où on nous explique durant toute une formation que le devoir aussi du malade est de suivre les prescriptions, avoir affaire à ces personnes peut être très, très perturbant. Et finalement, amener la relation thérapeutique, comme on l'a vu là, dans une impasse. Conditions de travail au niveau des salaires, au niveau du manque de personnel, du manque des moyens qui va démoraliser encore plus les soignants, le mode d'affectation des soignants qui ne correspond pas forcément à une demande. Finalement, toutes les difficultés qui vont pouvoir pousser les soignants à se réfugier derrière des comportements défensifs, lié à la crainte du comportement des soignants, des malades, lié à la peur d'être contaminé, lié à la peur que l'équilibre mental soit menacé. Il y a de quoi devenir fou, dit-on
mécanisme de défense qui va être d'éviter de sympathiser avec les malades, qui va être parfois de rudoyer ou de se moquer des patients, de refuser de toucher les malades, même de serrer la main, voire de s'occuper tout simplement des sans-abri. Et finalement, au fur et à mesure qu'on va s'élever dans la hiérarchie médicale, on va en observer une raréfaction des cas lourds, puisque le tri se fera ainsi par les réactions de défense. Un autre problème sur lequel je vais plus m'attarder, oui, on peut parler aussi des contraintes financières qui poussent les institutions, les soignants à considérer effectivement les sans-abri comme des malades non rentables, le mépris pour les personnes qui touchent la CMU et l'application de la T2A qui fait que effectivement un malade pauvre va être un malade plus coûteux pour l'hôpital et va donc être considéré comme un malade non rentable. Donc la question sur laquelle je voudrais m'attarder rapidement, si on peut s'attarder rapidement, c'est la question de l'ethnocentrisme de classe. Et donc je voudrais parler du cas d'une femme que je vais appeler Julie. Julie vient me voir un jour, me précise qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein dans un autre hôpital, a peur d'en parler au médecin, donc me confie cette tâche, je vais en parler. On me dit, oh, tu sais, Julie, elle est alcoolique, elle est folle, et donc elle dit tout le temps n'importe quoi. Donc on ne fait pas d'examen à Julie. Julie, un jour, est soignée pour une cataracte, et durant des examens complémentaires, on lui décèle une tumeur au sein, effectivement. Heureusement, la tumeur a pu être soignée par une amputation partielle, ce qu'on aurait pu éviter évidemment si le traitement avait été plus rapide. Je raconte cette histoire aux soignants qui me disent oh, tu sais, elle était folle, on ne pouvait pas savoir. Et la même journée, Bruno, un autre malade, me dit aussi, un autre SDF, pardon, me dit aussi on m'a dépisté un cancer de la gorge dans un autre hôpital. Je retourne voir les mêmes soignants qui me redisent la même chose, il est fou. Et je leur dis, mais vous m'aviez dit la même chose de Julie, et la réponse est, tu sais, à force de crier au loup. Donc qu'est-ce que ça reflète ? Ça reflète le discours très normatif des soignants qui associent volontiers la folie à l'errance. Ça reflète l'adhésion aux valeurs de la société, l'appartenance des soignants à ces institutions totales qui contrôlent, qui induisent leur représentation, et leur conviction quant au rôle de soignant et de soigné. Dans l'esprit des soignants, chacun a le droit bien sûr d'être bien soigné, mais chacun a le devoir de se garder en bonne santé. C'est ce qu'on appelle le devoir de santé. Donc on aurait des bons malades, ceux qui font leur devoir, et des mauvais malades, ceux qui ne le font pas. Le bon malade se doit d'être compliant. Et finalement, le bon malade et le bon médecin vont partager les mêmes valeurs médicales et sociales par rapport au devoir. Pour les soignants, le mauvais malade est étrange. Il est différent parce qu'il n'adhère pas aux mêmes valeurs. Il a un comportement qui est anormal, qui est non conforme aux normes communément admises. En fait, à quelques rares exceptions près, les patients SDF vont être perçus comme des mauvais malades, mais surtout comme des malades tellement étranges que leur altérité est irréductible. Pour les soignants, le comportement des SDF va être non seulement scandaleux, car ce sont des asociaux, mais surtout incompréhensible et déraisonnable. Ils se conduisent comme des enfants ou bien ils sont des fous. Dans l'image des soignants. Donc finalement, on aboutit à avoir une image des malades qui colle aux trois grandes figures de l'altérité, trois grandes figures de l'autre, à savoir l'enfant, celui qui n'est pas socialisé, le fou, celui qui n'est pas socialisable, ou le sauvage, celui qui est primitif. C'est pourquoi je parle d'un ethnocentrisme de classe. Ethnocentrisme qui peut avoir pour effet de ne pas prendre en compte les besoins des malades lors du traitement, mais aussi, comme dans le cas qu'on vient de voir de Julie et de Bruno, de stigmatiser le malade au point de ne pas voir une demande réelle lorsqu'elle est là. Cet ethnocentrisme, d'ailleurs, n'est pas forcément hostile. On a un ethnocentrisme réversible, comme on avait le mythe du bon sauvage, on a le mythe du bon clochard philosophe. Mais d'ailleurs, Julie était plutôt appréciée du personnel. Mais l'effet négatif sera le même.
disons que, alors que même que pour d'autres patients, on pourrait voir un comportement rationnel, dans le cas des SDF, on le rejettera toujours dans la folie. En fait, cette croyance en la folie des SDF est très largement répandue. On le voit en ce moment avec les études du SAMU social, mais aussi dans la population. Et pourtant, ce sont des stéréotypes qui sont, d'après mes observations, très éloignés de la réalité. Il y a 5 facteurs qui causent cet ethnocentrisme. D'abord l'éducation, les préjugés vis-à-vis des SDF qui sont transmis par l'éducation et le groupe social, préjugés que malheureusement nous sommes à même de tous partager, un besoin de se définir par rapport à l'altérité, l'affluence de l'institution, comme on l'a vu avec Rosenham, ces soignants, ces malades qui n'étaient pas schizophrènes mais qui ont été diagnostiqués comme tels, les idées préconçues sur la manière dont nous voyons la réalité, elles vont créer la réalité en fait finalement. C'est ce que montrait Jacobson sur une école primaire américaine où on donnait des résultats de tests de QI à une instite. À la fin de l'année scolaire, les résultats collaient avec les résultats scolaires de l'enfant, seulement les tests de QI avaient été tirés au sort et n'avaient pas réellement été réalisés. Donc en fait, le fait de croire à avoir des bons élèves ou des mauvais élèves avait créé cette réalité de bons ou de mauvais élèves. Mais on a la même chose au CHAPSA. Les soignants pensent que les SDF sont fous, débiles, immatures, asociaux. Ils les traitent en conséquence. Et ils créent eux-mêmes une réalité qui va vérifier leurs convictions. On va par exemple infantiliser un malade en le déshabillant de force, en le lavant et en le rhabillant. Le malade ne va pas supporter d'être traité ainsi, il va s'en aller, et on va dire qu'il fugue, donc qu'il se comporte comme un enfant. Et finalement, s'il se comporte comme un enfant, c'est qu'on avait raison de l'infantiliser. Donc on est dans un cercle vicieux, et dans l'état des choses, les choses ne sont pas prêtes de changer. Une autre raison qui crée cet ethnocentrisme de classe, c'est l'égalité des chances en tant que valeur cardinale. L'existence même des SDF peut provoquer un sentiment de culpabilité, et donc on va avoir le besoin de croire finalement que les SDF sont responsables de leur sort ou que leur état de SDF est endogène, et donc finalement la folie nous déculpabilise beaucoup. Enfin, un facteur psychologique. L'existence des SDF provoque l'angoisse de devenir soi-même SDF, et le fait de les rejeter dans la folie nous distingue finalement d'eux. De quoi s'aperçoit-on? C'est que cet ethnocentrisme de classe, cette organisation totale des institutions, fait que la prise en charge des SDF, qu'elle soit sociale ou médicale, est terriblement normative. Qu'on impose aux malades une procédure standardisée, sans jamais prendre en compte la demande du patient SDF, et en évinçant totalement la question du sens. Il y a comme une volonté de normaliser la normale. On place donc le SDF dans la déviance, et on se propose de le retirer de cette déviance. C'est la forme de contrôle social radical de la médecine sur les plus pauvres. En fait, dans le cas des SDF, la médecine va participer à la domination générale sur la grande pauvreté. Alors pour conclure ce cours, que peut-on dire? On peut dire que la médecine a d'abord une fonction strictement médicale, bien sûr, qu'elle est d'une efficacité par son objectivation redoutable d'un point de vue biologique, mais qu'il y a un revers à la médaille. En objectivant la maladie, on a objectivé le malade. Et contrairement à nombre de pratiques thérapeutiques, la médecine ne répond plus à une question essentielle pour les malades, la question du sens. Et bien sûr, les malades ressentent ce manque vis-à-vis de la médecine moderne. Beaucoup vont se tourner vers des médecines traditionnelles ou des médecines dites douces. En objectivant le mal et en évacuant cette question de sens, la médecine devient normative. Elle impose des procédures standardisées, des principes normatifs, et elle participe au contrôle social. Elle crée la déviance et décide qui est ou n'est pas un malade déviant. De ce fait, elle met complètement de côté le discours et les attentes des malades, et elle participe à la domination sociale. C'est un effet dévastateur, on l'a vu, sur les populations les fragiles,
Et c'est pourquoi je pense que l'anthropologie va pouvoir essayer de nous amener à comprendre comment il faudrait peut-être repenser en partie le rôle du médecin et de la médecine. Je vous remercie.